Vous écoutez Pierre Nantel. C'est l'heure de parler avec notre collaboratrice Stéphanie. Bonjour. Ah, ce n'est pas du tout le cas. Excusez-moi. Quand Stéphanie était là, tu m'obnubiles. Mais ceci dit, ça fait longtemps qu'on a parlé à notre chroniqueuse, sociologue spécialisée en développement international et en environnement, Laure Varidel. Bonjour, Laure. Bonjour, Pierre. Je suis tellement content de te voir. C'est rendu que je suis rendu à ton tour, puis j'étais sûr que tu n'étais pas là. Je m'ennuyais depuis 2 semaines. Comment ça va? Tu voulais nous parler, évidemment, de cette décision un peu controversée et étonnante de Steven Guilbeault sur accepter le fait qu'on dépose des résidus miniers dans des lacs. Oui, dans 37 lacs, dont, en fait, 37 cours d'eau, qui comprend des grands milieux humides, dont des lacs, notamment le lac Bloom. En tout ça, ça compte 156 hectares. C'est l'habitat de milliers d'espèces, évidemment, notamment deux espèces très appréciées des pêcheurs, le grand brochet et puis le corrigue, si je me rappelle bien, c'est dans la famille des salmonés, donc la même famille que les saumons. C'est très surprenant, mais en fait, c'est un OK à ce que la CAQ avait déjà autorisé il y a 2 ans, malgré l'avis du BAP, malgré l'avis des scientifiques et de l'opinion publique, parce que les sondages ont démontré que les gens ne souhaitent pas que des lacs et des cours d'eau soient utilisés pour des déchets miniers ou tout autre déchet. Donc, le ministre Guilbeault fait fi de sa loi sur les pêches qui, normalement, interdit de déverser des déchets dans l'habitat des poissons. Donc, une fois de plus, quand il y a une loi ou un règlement qui fait pas l'affaire de grandes compagnies, ben là, on le change, on le modifie. Et là, tu as l'impression qu'il y a aussi un argument qui a pesé dans la balance du choix du ministre fédéral, c'est que c'était la position du gouvernement de Québec. Oui, alors qu'il devrait mettre ses culottes. Je veux dire, une des raisons pour lesquelles on peut justifier à l'occasion d'avoir 2 gouvernements, un fédéral et un provincial, c'est de dire, ben là, on a un rempart pour se dire, si le fédéral prend pas ses responsabilités, si le provincial prend pas ses responsabilités, bon, ben là, le fédéral va jouer son rôle, mais là, il le fait pas. Et les arguments qu'il utilise sont absolument bidons. Il dit que c'est pour la transition énergétique. Or, le fer n'est pas un matériel, un métaux c'est pas qui un métaux est stratégique. Rare utilisé pour ça. Non, il y en a plein. Puis en plus, Pierre, le fer, ça se recycle très, très bien. Si les gouvernements imposaient l'éco-conception, on pourrait embarquer dans une vraie économie circulaire. Mais parce qu'on est dans une économie qui ne tient pas compte des coûts environnementaux et sociaux, on se permet de gaspiller nos cours d'eau, gaspiller notre patrimoine. Hey, au Québec, là, on n'a pas des cathédrales millénaires. Ce qu'on a de millénaires, là, c'est nos lacs, des nos forêts. écosystèmes, notre patrimoine naturel. Puis là, on dit, OK, pour quelques années, parce que ces compagnies minières-là sont pas là pour des décennies ou peut-être 2 décennies max, mais après ça, elles s'en vont et elles laissent un territoire saccagé. Là, comment expliquer ça? On se connaît quand même depuis un bout de temps et tu sais à quel point il n'y a rien pour moi de plus important que la crise climatique pour la planète au complet. Tout le reste en dépend. Alors, mais je dois dire que quand je lis ça, j'ai comme tendance à croire un peu Steven Guilbeault, parce que à la base, c'est un militant climatique comme toi. Vous avez fondé ensemble l'Équiterre, c'est quand même pas rien. J'ai confiance un peu en lui. J'ai le sentiment que, puis ça, c'est politiquement pas super sain, mais parce qu'il corrobore une décision de Québec, j'ai comme tendance à dire, bon, ben au moins, il respecte une décision de Québec. Dans le cas des caribous, je pense que c'est clair que c'était une mauvaise décision de Québec. Heureusement, là, on a eu une ingérence fédérale. Je rarement qu'on va célébrer ça. Est-ce que tu as l'impression que je suis seul à pas paniquer avec ça? Et comment expliquer que pour moi, qui est sensible à la question, je me dis, ben oui, mais les lacs, sont-tu loin? Sont-tu nécessaires? Il y en a combien? Il y en a-tu 4000 lacs? Est-ce que c'est grave? T'as-tu l'impression qu'il y a des gens qui banalisent l'importance de cette... Moi, je la banalise. Mon premier réflexe, c'était de dire, ben là, comment t'expliques cette bonhomie? Pas la mienne, mais celle générale.
Ben, c'est parce que c'est loin des yeux, loin du cœur. Hein? C'est Ouais. une mine qui est au nord de Fermont. C'est pas comme ça se passait au cœur de Montréal ou à proximité. Là, c'est pas le lac Brome qui est touché, le lac des Deux-Montagnes. Pourtant, c'est notre territoire. On est propriétaire de tout ce territoire-là. On est supposé en être les gardiens. Puis c'est vrai qu'en ce moment, on le sent très loin. Mais si on regarde à très long terme, dans les prochaines décennies, les prochaines centaines d'années même, on sait que le climat se réchauffe de manière dramatique et que les populations vont être amenées toujours plus dans le nord parce que le climat qu'il y a en ce moment aux États-Unis, c'est un climat qu'on va vivre ici dans les prochaines centaines d'années. Toutes les courbes le montrent si on se rend là, si on prévient le pire, parce qu'on sait qu'il y a des zones qui vont devenir absolument inhabitables. Donc, c'est dans notre intérêt de protéger notre territoire partout. Et cette décision-là, ben, elle crée un précédent. Elle dit, OK, ben, encore une fois, quand il y a un règlement qui fait pas l'affaire de l'industrie, ben, on change le règlement. On donne une dérogation. On donne des nouvelles permissions. Fait qu'à quoi ça sert d'avoir des normes environnementales puis des lois si quand elles sont utiles, comme on le fait à Rouyn-Noranda avec les normes sur la qualité de l'air, on change les normes. Moi, c'est ça que je trouve inacceptable. C'est qu'on oublie l'intérêt des générations futures. On regarde à très, très court terme, puis on a l'impression qu'on a tous les droits sur les autres espèces plutôt que de voir qu'on doit cohabiter. Puis que la crise de la biodiversité, c'est une crise qui est aussi importante que la crise climatique, même si on en parle beaucoup moins, parce qu'on dépend des autres espèces pour la qualité de notre air, pour la qualité de notre eau, pour la qualité de notre alimentation. Puis on est en train déjà de le fragiliser avec la crise climatique qui vient amplifier la crise de la biodiversité. Mais on a de plus en plus besoin, en fait, d'avoir des écosystèmes sains pour être plus résilients face aux extrêmes climatiques. Fait que c'est comme de prendre à Paul pour donner à Jean. Je veux dire, ça a pas de bon sens. On est dans une vision trop à court terme. Puis moi, c'est mon appel, en fait, à Stephen Guilbeault, à tous les élus. On ne devrait pas faire ça. Puis c'est aussi un modèle économique, Pierre. Là. Les gens ont dit, OK, ben, il y a des emplois, dans cette mine de fer. Oui, il y a des emplois, sauf qu'une bonne partie de ces emplois-là, les gens restent pas localement, c'est du fly-in, fly-out, ce qui justifie d'ailleurs l'agrandissement de l'aéroport à Saint-Hubert. Tous ces éléments-là, ils sont liés. Les gens veulent pas avoir le bruit à Saint-Hubert, mais c'est à cause d'un modèle économique aussi qu'on encourage. Il faut qu'on fasse le lien entre les enjeux, qu'on s'engage dans une vraie économie circulaire vers une réduction de notre consommation énergétique et matérielle pour avoir moins besoin d'aller polluer nos lacs. Puis l'autre chose qui est importante à dire, c'est qu'il y a des alternatives qui existent. C'est-à-dire que normalement, les bonnes pratiques dans l'industrie minière, c'est que les déchets sont remis par la suite dans les trous. Dans les fosses, dans les trous des mines. Mais ici, là, pourquoi est-ce que ce n'est pas évoqué? Il me semble que c'est l'affaire la plus simple. Ce que tu viens de dire, là, c'est la chose la plus simple. Tu creuses un trou, puis quand tu as fini, tu en creuses un autre, puis tu mets tes déchets dedans, puis tu vas de trou en remplissage constamment. Pourquoi est-ce que ce n'est pas applicable? D'après toi, j'imagine que t'es pas là-bas, mais il doit y avoir une raison qui est invoquée. Absolument. Et l'argument, c'est que ça coûte plus cher de faire ça. Et peut-être qu'un jour, encore le coût, respecter l'environnement, ça coûte cher. Puis on dit, peut-être qu'un jour même, on va découvrir des nouvelles méthodes qui vont nous permettre d'extraire encore plus. Fait que là, si on rebouche le trou puis on veut y retourner, ça va nous coûter encore plus cher après de le défaire. Fait que gaspillons 37 cours d'eau et puis tant pis, loin des yeux, loin du cœur. Tu m'as convaincu, mais d'autant plus que... Voilà. Mais non, mais de toute façon, tu te doutes bien. Je regarde tout ça avec un air très sceptique, mais j'exprimais ici le réflexe naturel du monde de dire, il faut bien creuser pour trouver du métal. Bon, c'est vrai que c'est un argument un peu boiteux de cette histoire de technologie moderne d'électrification des transports, mais ceci dit, il faut bien du métal, il faut bien creuser un trou, etc. Puis là, tu nous dis que simplement la raison, c'est parce que ça coûte plus cher. OK, on comprend. Là, après ça, c'est tout un prix. On sacrifie nos lacs et rivières du Nord parce que nos industriels veulent pas payer ce qu'ils devraient payer pour exploiter notre minerai qu'on vendait à l'époque du temps de Duplessis à 500 la tonne. Est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Ça aussi, on peut en douter. Compte tenu de ce que tu portes sur ton poitrail, ton cœur de mère au front, je ne peux pas m'empêcher de demander, y a-t-il un parallèle, tu penses, à faire avec l'espèce de pardon qu'on donne à l'opération des sables bitumineux dans le nord de l'Alberta?
on les voit pas, on ne voit pas l'ampleur du complexe d'exploitation, des bassins de décantation. Le fait qu'on le voit pas, ça leur donne les coups des franges pas mal, hein? Absolument, c'est un très très bon exemple. Encore une fois, loin des yeux, loin du cœur. Si c'était proche de nous, on permettrait pas ça. Et c'est un autre excellent exemple de l'externalisation des coûts environnementaux et sociaux. Si on tenait compte du vrai prix du pétrole, si on payait le vrai prix, puis c'est vrai que tout le monde trouve que le pétrole est cher, sauf que si on tient compte de combien va nous coûter la crise climatique, combien ça nous coûte déjà quand on regarde les feux de forêt, quand on regarde les impacts sur la santé des populations, quand il y a, à cause de la pollution dans l'air en période de canicule et tout, c'est tout ça. On fait pas les liens entre les enjeux. On regarde l'économie dans une espèce de silo avec les profits des compagnies, avec les redevances aux États, mais on regarde pas combien ces pratiques-là vont nous coûter à moyen et long terme. Puis moi, ce qui me choque, Pierre, là, c'est de savoir qu'on a des solutions, on les connaît, on a des paquets de chercheurs dans nos universités. Puis au Québec, on en a vraiment, vraiment beaucoup qui font un travail extraordinaire, qui développent des solutions, puis on les écoute pas ou on met pas en œuvre les solutions qui sont connues parce qu'encore une fois, on dit, ça va coûter plus cher. Le changement coûte cher. De toute façon, ça demande des transitions. À court terme, on a le choix de prévenir les problèmes. Ça coûte moins cher. C'est ça, on a le choix de prévenir les problèmes ou de payer les conséquences. Et les assureurs sont au premier rang. Si je disais hier au représentant des assureurs du Canada que je me serais pas imaginé qu'ils deviendraient les canaris dans la mine au niveau climatique, mais ils le sont un peu. Ils disent, écoutez, ça coûte une fortune. Vos primes d'assurance n'ont pas fini de monter. Il va falloir qu'on fasse face à la réalité. En terminant, alors, Stephen Guilbeault nous étonne toujours dans ses prises de position un peu mi-figue, mi-raisin, sauf le chaud et le froid. Est-ce que ça se peut qu'il joue un peu comme un poker, par exemple, au niveau de la loi qui exige qu'on dise la vérité? Il y a la loi 59 qui a été sanctionnée récemment et il y a des gens de chez Greenpeace qui nous ont exprimé, avec Patrick Bonin qui était furieux contre Benoît Charette parce qu'il l'avait challengé sur les réseaux sociaux en disant « Vous pouvez le barrer, mais moi, je suis pogné avec. » En gros, c'est ce qu'il avait dit. Il était très fâché. Mais ceci dit, les gens de Greenpeace évoquaient que cette loi-là est un grand apport parce qu'elle a forcé Alliance Nouvelle Voie, qui était comme l'agence d'éco-blanchiment des sables bitumineux, d'arrêter de dire des faussetés. Est-ce que ça, est-ce qu'on peut imaginer que c'est comme ça que le gouvernement essaie de s'y prendre? Il faudra qu'il se dépêche, parce que pour le moment, Poilievre risque de tout défaire. Oui, c'est une avancée, cette loi, clairement, puis il en faut plus des lois comme ça qui forcent une vraie transparence, puis qui forcent une vraie bonne prise de décision dans l'intérêt des populations. Là, c'est notre intérêt à nous qu'il faut considérer, pas juste les intérêts des grandes compagnies. Souvent, on dit, les grandes compagnies, c'est bon pour nous, mais il faut regarder ça de plus près. Oui, il y a du bon, mais il y a aussi beaucoup de conséquences. Puis ça dépend du cadre de loi qu'on s'établit. On a des gouvernements, c'est pour ça, c'est pour qu'ils veillent à notre santé puis notre sécurité, pas juste à court terme, mais à moyen et long terme. Et moi, je pense qu'il faut que Stephen Guilbeault mette davantage ses culottes. Je pense que c'est ça le problème. C'est sûr qu'on est dans un État pétrolier, c'est sûr qu'on est dans un État minier aussi. Le Canada est un pays minier, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de lobbying. Mais ce que je lui demande, là, c'est d'écouter les scientifiques au même titre qu'il écoute l'industrie, parce que on doit, sa responsabilité, c'est pas de faciliter la vie à l'industrie. Là, ce que fait Benoît Charette à tour de bras, il a une loyauté gouvernementale beaucoup plus avec ses co-ministres qu'avec son propre portfolio. Ben oui. Exactement. Là, il y a un problème d'irresponsabilité, mais il y a une question à se poser sur qu'est-ce qui compte pour nous? C'est quoi nos valeurs? Est-ce qu'on aime notre Québec? Si on aime notre Québec, là, on devrait protéger son territoire. On ne devrait pas laisser détruire ce qui va permettre la survie de l'humanité un peu partout. Puis on y va un petit bout à la fois. On autorise ici, on autorise là, après là. Mais ce que ça fait, c'est qu'au bout du compte, on vit dans des écosystèmes plus dégradés, puis la qualité de la santé est affectée, puis le sera encore plus celle de nos enfants. On le sait, tout ça, on a tellement de données scientifiques, mais nos scientifiques n'ont pas entendu suffisamment. Et on est dans une
course contre la montre actuellement, tant au niveau climatique qu'au niveau électoral, parce que M. Guilbeault risque de se retrouver lui-même de retour au poste de militant si les libéraux ne remportent pas la prochaine élection. Alors, on lit ton papier demain. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. On se reparle la semaine prochaine. Salut! Avec plaisir. Bye!